Marie Alibert, bonjour. Vous êtes porte-parole de Oser le féminisme et vous représentez donc le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, cette omerta est en train de se briser. Marie-France Irigoyen, donc la psychiatre qui intervient dans le reportage, dit que finalement les femmes sont dans une situation de paralysie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Nous, on parle souvent de sidération, c'est-à-dire que quand une femme est victime d'une agression sexuelle ou d'un comportement harcelant, très souvent, elle n'est pas en mesure de réagir comme elle s'était imaginé réagir, se débattre, se défendre, crier, protester. Elle n'est pas du tout dans ces réactions-là. Elle est tout simplement sidérée et incapable de réagir. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'après, il y a un système de honte qui lui est infligé, qui fait qu'elle se sent honteuse de n'avoir pas réagi, alors que c'est une défense psychique qui est parfaitement compréhensible et qui est parfaitement étudiée. Mais en fait, après, du coup, il y a une culpabilité qui accable la victime. Et seulement 10% des femmes violées portent plainte. Comment on l'explique? On l'explique par ce que je viens de dire, donc la honte, qui est l'inversion de la honte, qui est reportée sur la victime au lieu d'être pointée sur l'agresseur. Et puis il y a bien sûr la grosse problématique de l'accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats. Une femme victime de violence, que ce soit, comme vous l'avez dit, un harcèlement, un viol, même une femme battue, etc., quand elle arrive au commissariat, elle est confrontée à des questions qui ajoutent de la violence à la violence, des questions sur, en gros, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça et comment s'est-elle retrouvée dans cette situation? Avait-elle bu? Comment était-elle habillée? Est-ce qu'elle était provocante? Est-ce que peut-être elle l'a cherché? Vous voyez, toute cette rhétorique qui inverse la responsabilité de la faute et rend coupables les femmes de ce dont elles sont en fait victimes. Alors, est-ce que cette nouvelle loi va changer la donne? Alors, la nouvelle loi, notamment en matière de formation, justement, des policiers ou policières. La nouvelle loi n'a pas de volet qui porte spécifiquement pour la formation. Elle a un volet qui est intéressant, enfin le projet en tout cas, qui porte sur l'allongement des délais de prescription dans le cas des crimes sexuels commis sur des mineurs. Aujourd'hui, quand on est mineur, quand on a subi une agression mineure, on a 20 ans après sa majorité pour porter plainte. Et en fait, 20 ans, on s'aperçoit que c'est trop court. Les femmes qui ont été victimes dans leur enfance ou dans leur adolescence mettent parfois plus longtemps que ça à parler. On a vu le cas médiatique de Flavie Flament qui a eu le courage de parler récemment du viol dont elle avait été victime à 13 ans. Donc cette partie-là est intéressante. Et après, dans la loi, il y a une autre partie qui porte sur la verbalisation du harcèlement de rue, qui est une partie un peu plus compliquée parce que... Comment ça peut être applicable? Voilà, il y a la question de l'applicabilité. Et en fait, peut-être qu'avant d'instaurer de nouveaux textes de loi sur ces délits et crimes sexistes, il faudrait peut-être déjà appliquer le droit existant et faire en sorte qu'il y ait, par exemple, plus d'1% des violeurs qui soient condamnés par la justice, parce qu'aujourd'hui, on est sur ces statistiques-là. Donc, appliquons déjà le cadre de loi qui existe sur le harcèlement sexuel en entreprise et puis le harcèlement sexuel au sens large, sur les violences commises contre les femmes, sur les viols, etc. Et quand ces lois-là seront bien instaurées, peut-être qu'on pourra réfléchir au harcèlement de rue, mais c'est vrai que ce texte de loi risque d'être difficilement applicable. Alors, précisément, le harcèlement au travail, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour contrecarrer ces pratiques? Aujourd'hui, quand vous êtes victime de harcèlement au travail, vous avez à la fois la possibilité d'entreprendre une action auprès de votre entreprise, qui a une responsabilité dans ce qui vous arrive, et puis bien sûr une action traditionnelle dans les tribunaux pénaux. Donc pas une médiation entre collègues. Pas une médiation entre collègues. Et c'est vrai que vous avez raison, on entend parfois des histoires de femmes qui ont été par exemple agressées sexuellement ou harcelées par des collègues masculins et qui disent que quand elles en ont parlé à leur direction, on leur a proposé une médiation avec leur agresseur. C'est très très grave de faire ça parce qu'une médiation, ça sous-entend que les torts sont potentiellement partagés et que la femme a peut-être une responsabilité là-dedans. Donc le harcèlement, c'est tout ce qui crée en fait une situation d'atteinte à la dignité de la femme qui en est victime ou bien une situation d'intimidation, d'hostilité qui fait qu'elle ne se sent plus à sa place dans son espace de travail et qu'elle est dans un malaise permanent. C'est ça le harcèlement. Alors comment on distingue le dragueur du harceleur ? C'est une question qui taraude beaucoup nos amis les hommes, mais je pense que toutes les femmes savent très bien faire la différence entre quand elles sont draguées ou quand elles sont harcelées. C'est en général sans ambiguïté. Je vais vous donner quelques exemples. On part du principe que la séduction, le but de la séduction, c'est d'établir un contact avec une personne en vue peut-être d'une relation, d'un acte sexuel ou autre. Le harcèlement, ça n'est pas ça. Le harcèlement, c'est une façon d'intimider les femmes dans l'espace public sans chercher à établir de contact et juste pour leur faire sentir qu'elles n'ont pas à être là. Je vous prends un exemple. Un homme qui
passe à côté de vous dans un couloir de métro, qui vous frôle et vous fait une déclaration salace à l'oreille, sans s'arrêter, sans vous regarder, sans chercher à savoir comment vous vous appelez, voilà, sans établir de contact, il est uniquement dans un rapport de domination. Il n'y a aucune séduction là-dedans. À l'inverse, un homme qui vous demande comment vous vous appelez et vous propose un café, et quand vous déclinez, s'en va poliment, c'est un dragueur, il n'a rien fait de répréhensible. Voilà. Donc il y a une question de réciprocité finalement qui doit se mettre en place. Absolument, il y a le respect du désir de l'autre, il y a le fait de sentir que si la femme dit non, c'est non. Et ça, c'est très difficile à comprendre dans notre culture, que quand c'est non, c'est non. Pourquoi ? Parce qu'on est éduqué dans une culture où le jeu de séduction, ce qu'on appelle le jeu de séduction, est fondé sur l'idée de faire dire oui à une femme qui disait non au préalable. Et ça, c'est très embêtant culturellement et c'est très profondément inscrit en nous. Les femmes sont éduquées à résister d'abord avant de peut-être céder. Et les hommes, donc, à insister pour faire céder la femme. C'est vraiment de la pure culture du viol. C'est comme ça qu'on l'appelle, nous. C'est-à-dire, ça introduit l'idée qu'une femme ne pense pas ce qu'elle dit et donc que peut-être il faut aller contre sa volonté et contre ce qu'elle exprime. Merci beaucoup, Marie Alibert, pour cet éclairage. Merci.